l'invité de la matinale. KTO Radio. Depuis le début du mois, le programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle a été rendu officiel. Il s'appliquera dès la rentrée 2025. Un sujet sensible qui, de surcroît, inquiète les parents d'élèves. On fait le choix ce mercredi de décortiquer ce qu'il y a dans ce programme avec la présidente des AFC, les associations familiales catholiques, Pascale Morigny. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Ce matin, les AFC sont mobilisés depuis plusieurs mois sur cette question. Alors, quel est votre avis sur cette mouture finale ? Elle est mieux, elle s'est améliorée par rapport aux moutures successives. Mais il y a encore des points qui ne nous conviennent pas et qui appellent à discussion, qui ne peuvent pas être acceptés par les familles, par les parents en l'état. Voilà, tout en ayant des bonnes choses et des choses qui ont évolué de manière plutôt positive au fur et à mesure. C'est donc la première fois, il faut le rappeler, qu'un tel programme est mis en place à l'école ? Ah non, ça existe depuis 1973. C'est arrivé à l'école avec la circulaire Fontanet, où il y avait une instruction sexuelle qui était délivrée au 6e et au 5e et une éducation qui était facultative et hors temps scolaire. Et déjà à l'époque, ça avait suscité beaucoup de remous avec les familles et les parents d'élèves. Donc c'est pas la première fois, mais ça a évolué petit à petit au fil du temps avec un programme qui est devenu de plus en plus comportementaliste. C'est-à-dire qu'on est beaucoup sur la manière d'être, la manière de se comporter et beaucoup moins sur des questions biologiques ou de santé. Et quels sont les points, les éléments concrets qui, pour les AFC, ne sont pas adaptés ? Alors, la première chose, c'est la place des parents. Les parents ne sont pas informés de quand ça a lieu, ce qui est fort dommage parce que ça permet quand même de reprendre avec ses enfants. Mais au-delà de ça, les parents sont en plus considérés comme des adultes de confiance au milieu des autres. On exerce les enfants dès le primaire à repérer quels sont les adultes de confiance en leur donnant une petite liste. Ça va de la maîtresse au médecin, l'éducateur sportif et en passant par les parents. Et en fait, l'intention derrière ça, c'est de pouvoir dire aux enfants: en cas de défaillance de vos parents, vous pouvez vous appuyer sur d'autres adultes. C'est-à-dire qu'on présuppose que tous les parents pourraient un jour ou l'autre être défaillants, voire être abuseurs. Ça va contre la primauté éducative des parents. C'est instiller un doute dans le rôle des parents par rapport aux enfants. Et ça nous semble vraiment une chose très mauvaise et délétère pour les enfants de leur dire: vos parents pourraient ne pas mériter l'immense confiance que vous leur portez. Voilà, ça c'est le premier point. Il y a ensuite... Sur la primauté éducative des parents, Pascale Morigny, il est écrit également que le programme doit se faire, je cite, en complément du rôle des parents et des familles des élèves. Qu'est-ce qui est prévu pour informer justement les parents de ce qui sera abordé chaque année ? Il est juste dit, les parents d'élèves sont informés des objectifs d'apprentissage annuels de cette éducation. C'est-à-dire qu'on imagine en début d'année, à la réunion de parents de début d'année, on dit voilà, cette année on traitera tel et tel sujet. Mais pas plus, il n'y a rien de plus de prévu. Et hors cette petite phrase que vous avez citée, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que c'est juste une déclaration d'intention, mais le complément, on ne voit pas très bien où il est puisque le rôle des parents n'est pas respecté. Et c'est ce qui peut inquiéter les parents d'élèves, ou en tout cas vous, ce qui peut vous inquiéter ? Oui, ça nous inquiète parce que c'est vraiment l'éducation à la sexualité, c'est le cœur, c'est le plus intime de ce que des parents peuvent transmettre à leurs enfants, puisque c'est la base sur laquelle, après, on peut peu à peu construire sa vie affective et puis sa vie de couple futur et sa vie de famille future. Donc c'est vraiment une intrusion dans l'éducation que les parents donnent à leurs enfants. Et la moindre des choses, à la fois les parents ont besoin d'être aidés, et souvent ils le disent, mais du coup la moindre des choses est donner de l'information. La confiance envers l'école, elle va aussi avec la transparence. Plus l'école est transparente, plus elle informe, meilleure est la confiance, meilleures sont les relations entre de chaque côté du mur de l'école, entre les parents et les enseignants. Et donc cette confiance, elle nécessite vraiment de l'information. Une large place est laissée aux enfants dans ce programme pour qu'ils puissent faire part de leurs émotions et qu'elles soient prises en compte. Est-ce une bonne chose selon vous ?
Alors c'est devenu une mode, une bonne mode depuis quelques années dans l'éducation nationale. Mais alors c'est à un point, dans ce programme, le mot émotion figure 75 fois. Donc à tous les âges, toutes les classes, on insiste énormément, énormément sur les émotions. C'est bien de repérer ces émotions, c'est bien de savoir les nommer, mais les enfants devraient aussi apprendre à un moment ou à un autre qu'au-delà des émotions, il y a une autre instance qui est l'intelligence, la volonté, la réflexion. Et c'est d'ailleurs ce à quoi est dévolue l'école. L'école n'est pas tant là pour former aux émotions que pour former l'intelligence et la raison et la connaissance. Et donc, c'est dommage de s'arrêter aux émotions. À la fois, c'est nécessaire, les émotions, mais il faudrait que les enfants puissent découvrir qu'au-delà des émotions qui sont évolutives, j'ai des émotions, mais elles peuvent changer et elles peuvent aussi être trompeuses. Je peux avoir une impression de quelque chose qui est faux parce que les émotions ne sont qu'une information, comme les sens d'ailleurs. Les 5 sens donnent des informations. Eh bien, les émotions devraient être traitées de manière à ce que les jeunes, les enfants, puissent comprendre qu'au-delà, eh bien, il faut aussi réfléchir et qu'il y a des critères, il y a des éléments objectifs de réflexion pour construire sa vie affective, relationnelle et sexuelle. Et par quels critères justement ça passe? Quels critères? Eh bien, la question de l'unité de la personne me semble importante, c'est-à-dire que là, ce qui est transmis aux enfants, c'est ce que tu ressens, c'est la vérité. Or, ce que je ressens ne l'est pas toujours, et donc je dois unifier ce que je vis avec mon corps, ce que je ressens dans mon cœur, dans mon affectivité, et ce que je pense avec ma raison. Et donc c'est toute cette vision de la personne avec ses différentes instances et son unité pour pouvoir avancer, s'engager dans des relations avec les autres. Vous voyez, par exemple, en cinquième, on dit aux jeunes, cinquième, donc vous voyez, c'est 11, 12 ans, on dit aux jeunes, eh bien, pour connaître ton orientation sexuelle, il faut savoir de qui tu tombes amoureux. Or, en cinquième, c'est l'âge des amitiés très fortes avec un autre jeune du même sexe. C'est la meilleure copine pour les filles. Voilà, c'est le super copain pour les garçons. On ne se quitte pas, on est toujours ensemble. Dire ça aux enfants à ce moment-là, en fait, les fixe dans une étape de la vie affective qui n'est qu'une étape. Et donc, comprendre ce développement de la psychologie, de l'affectivité est essentiel pour pouvoir se construire. C'est un point également qui a cristallisé les tensions, celui de la question du genre. Quelle est la place allouée au genre dans le programme EVARS? Alors, ça fait partie des objectifs puisque la lutte contre les stéréotypes de genre est signalée comme un des objectifs. Le genre, c'est dire que ce que indique le corps n'est pas signifiant pour la personne. C'est-à-dire que je peux avoir un corps de garçon et choisir d'être ce que je veux être, garçon ou fille, et idem pour les filles. Et donc ça, en fait, c'est aussi une façon de ne pas exercer une espèce de contenance psychique autour de l'enfant, c'est-à-dire qu'on peut avoir des fantasmes, on peut rêver d'être, je suis une petite fille, j'aurais rêvé d'être un garçon, on peut rêver, mais les adultes, la génération au-dessus, doit exercer ce que le psychiatre Winnicott appelait une contenance psychique. Une contenance, c'est-à-dire dire, bah oui, mais ça relève du fantasme, c'est un rêve, mais c'est pas le réel. Et le réel permet de dire quel est le chemin qui est indiqué à chaque personne. Le fait que j'ai un corps de fille ou un corps de garçon m'indique vers quel sexe je dois aller, vers quel est mon identité sexuelle et de quel côté je dois aller. Quand on dit aux jeunes, tu peux choisir, en fait, on laisse chaque jeune je reviens aux émotions, avec ses émotions, sans critères objectifs, sans chemin, sans indication, et donc avec plus de difficultés pour se construire. Vous l'avez dit néanmoins en préambule, Pascale Morinière, il y a des points positifs dans ce programme. Quels sont ces points positifs que vous relevez ? Oui, on a vu arriver l'éducation à la pudeur, alors qui, avec les différentes moutures, est devenue une éducation à l'intimité. Le mot pudeur devait faire un petit peu peur. Voilà, mais cette éducation à l'intimité, c'est une bonne chose, ça n'existait pas avant.
Les émotions, j'en ai parlé négativement, mais c'est aussi une bonne chose de repérer ces émotions, même s'il faut leur donner leur bonne place. Il y a la lutte contre l'exposition des jeunes à la pornographie, ce qui est assez récent aussi. L'éducation aux réseaux sociaux, la lutte contre l'exposition aussi des jeunes sur les réseaux. Donc tout ça, tous ces éléments-là sont bons. Il y a également la littérature qui fait son entrée dans le programme. Depuis les albums des petits de CP jusqu'à la littérature en classe de terminale. La littérature, c'est aussi une bonne chose pour apprendre, pour appréhender le monde et le découvrir sans avoir déjà expérimenté certaines choses, en mettant à distance, en regardant. Voilà, c'est aussi un bon élément. Donc, on souligne aussi ces éléments positifs qui apportent du bien aux élèves. Il y a la question du respect de l'autre également, des violences, des viols aussi qui est abordé, du harcèlement, de la pornographie, vous l'avez dit, dans le contexte des affaires Betaram et du procès Leusquarnec. Est-ce que sensibiliser tous les enfants à ces sujets, ça peut être bénéfique ? Bien sûr, oui, bien sûr. Donc ça, il y a une éducation au consentement, donc c'est une bonne chose. Savoir qu'on a le droit de dire oui ou qu'on a le droit de dire non, c'est une excellente chose. Et en même temps, là aussi, c'est pas tout à fait suffisant. C'est-à-dire que on peut consentir à des choses mauvaises. C'est-à-dire qu'un adulte qui a une emprise sur un enfant peut l'amener à consentir et à dire oui. On voit les enfants de Betaram n'ont pas réussi à refuser ce qui se passait, ces situations horribles. Eh bien, le consentement est une bonne chose, mais ça peut être insuffisant. Et donc là aussi, il faudrait aller plus loin. Nous, ce qu'on reproche, c'est que le programme, finalement, pourrait être plus ambitieux, pourrait aller plus loin. Vous voyez, le consentement, c'est vraiment la question de voir la société comme étant régie par le contrat social de Rousseau. C'est-à-dire, je dis oui ou je dis non. Mais au-delà du consentement, il y a des situations dont on doit pouvoir se protéger. Il suffit pas de consentir. On peut consentir à de mauvaises choses. Et un dernier point, Pascale Morinière, pour conclure cette interview. Qu'est-ce que vous conseilleriez, préconiseriez aux parents d'élèves qui se posent des questions sur ce programme qui va entrer en application en septembre prochain ? Je pense qu'il faut le lire, il faut que les parents aillent regarder sur Internet dans les programmes de l'éducation nationale et voir ce qui concerne leurs enfants, puisque c'est détaillé classe par classe. Et puis poser des questions aux enseignants à la rentrée sur la manière dont ça va se passer. Et en amont, parler avec ses propres enfants. La parole des parents qui passe en premier, c'est ça qui est le plus utile pour les enfants. Surtout quand on est petit, papa dit c'est le plus fort, maman elle dit toujours la vérité. Voilà, il y a cette espèce de grande confiance vis-à-vis des parents, et il vaut mieux que les parents parlent d'abord pour protéger d'autres choses qui pourraient être transmises et qui sont négatives. Merci Pascale Morinière. Je rappelle que vous êtes la présidente des associations familiales catholiques. Merci d'avoir partagé vos réactions sur ce programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et d'ailleurs, la réaction des AFC est à retrouver sur le site des AFC. Voilà. Merci beaucoup encore une fois et bonne journée à vous, Pascale Morinière. Merci. Au revoir.